Toujours fidèle à mon poste, mesdames, messieurs, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Horizon Développement qui a le réel plaisir de recevoir pour vous, pour la toute première fois, André Bila. Il est donc membre de la presse internationale, rédacteur en chef du magazine congolais Fier de l'être et directeur artistique chez Bébéla Homme. Voilà, c'est avec lui que nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Nous allons parler de son ouvrage qui est déjà paru, mais qui n'est pas encore lancé sur le marché. Je pense qu'il sera lancé après le vernissage. Il s'agit de l'ouvrage intitulé « Ne le dites pas aux Africains ». Bonjour, bienvenue dans cette émission. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Merci bien pour cette opportunité. Voilà, nous allons parler, comme je le disais tantôt, de votre ouvrage « Ne le dites pas aux Africains ». D'abord, la première des choses, pourquoi ce titre? Parce que le titre « Ne le dites pas aux Africains ». Pourquoi vous avez choisi ce titre? En fait, j'ai choisi ce titre parce que je voulais vraiment... Tu voulais vraiment qu'on ne dise pas aux Africains? Non. L'idée plutôt, c'était, je voulais qu'on le dise aux Africains. Mais l'idée derrière, c'était un peu de me moquer un peu de la personne qui a dit si on veut cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre. Mais vous ne trouvez pas que là, vous donnez beaucoup d'exercices à vos lecteurs, de comprendre, d'essayer de comprendre cette idée, alors qu'on dit toujours que le titre doit accrocher? Oui, j'espère que ce titre-là a accroché, mais en réalité, ce que j'ai voulu réellement dire, c'est ce qu'il faut dire aux Africains. Est-ce que vous pensez que tout le monde a la même compréhension que vous? Sincèrement, non. Heureusement d'ailleurs. Et ce que j'aime, il y a des gens qui m'ont déjà écrit, parfois même fâchés, c'est quoi ce titre-là? Et je les ai demandé, lisez pour voir. Alors, c'est tout ce que je peux répondre aujourd'hui. Il faut lire pour voir s'il faut le dire aux Africains ou pas. Ne le dites pas aux Africains, il faut lire cet ouvrage pour voir, pour comprendre donc le contenu. Mais vous êtes ici quand même pour étaler le contenu de cet ouvrage. Oui. Ne le dites pas aux Africains. Vous avez dit tantôt que vous avez voulu contredire les personnes qui disent que si vous voulez cacher d'informations, il faut mettre dans les ouvrages parce que les Africains n'ont pas l'habitude de lire. Mais au fait, que contient cet ouvrage? C'est une bonne question. Cet ouvrage contient purement une quête anthropologique d'une certaine façon. Une quête anthropologique? Oui, d'une certaine façon. C'est quoi cette quête? C'était, je suis parti au Canada assez jeune. J'ai vécu là-bas, j'ai vécu certaines difficultés. Je pensais que c'était que mes difficultés. Quelques années, je suis revenu ici au Congo pour me promener ou pour voir. J'ai trouvé que ça n'avait pas beaucoup changé. Alors j'étais choqué. Mais mon choc, c'était en me disant, ça n'a pas changé. Mais au plus profond, je me suis dit aussi, mais qu'est-ce que je croyais qui allait le changer en fait? Donc, à partir de là, j'ai commencé à réfléchir sur l'Afrique. Je commençais à réfléchir aussi pour nous qui sommes partis. C'est comme ça que le livre a commencé. C'est en quelque sorte la genèse du livre. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire dans ce livre clairement? J'ai voulu parler du développement de l'Afrique. Mais j'ai surtout voulu parler du changement de mentalité. Le changement de mentalité? Oui. Et avant d'abord de vous poser cette question, certainement elle sera peut-être, elle peut être comme une question banale, mais quand même je vais la poser. À quand remonte d'abord la genèse de cette idée qui a conduit aujourd'hui à cet ouvrage que j'ai entre mes mains? Parce que certainement, c'est un jour, une année, je ne sais pas, un mois. C'est une année. C'est une année. Et quelle année? 2008. Ah, 2008. Ouais, en 2008. En 2008. Donc je suis arrivé ici en 2007-2008 et puis je suis reparti. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Cette quête anthropologique, je suis allé en Europe visiter les Congolais premièrement, dans les familles, etc. Mais visiter aussi les Africains. Et puis j'ai fait l'Afrique du Nord. Bon, centrale, je l'ai déjà fait ici. Et puis je suis allé juste en Afrique du Sud pour voir un peu c'est quoi le vrai problème qui piège notre développement. On fait des efforts, on essaye, on a des projets, etc. Mais l'Afrique n'arrive pas vraiment à se lever à un niveau un peu comme les autres continents.
Donc 2007-2008, la quête a commencé. Oui. Lorsque vous avez, parce qu'aujourd'hui, vous parlez du changement de mentalité, je ne sais pas si c'est une coïncidence. La République démocratique du Congo a aujourd'hui un président qui prône le changement de mentalité, Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce qu'il y a de liens entre ces thèmes? C'est vrai que l'idée a commencé en 2018, c'est pourquoi je le disais, c'est peut-être une question un peu banale. Est-ce que vous avez voulu lier votre ouvrage avec le régime actuel? Sincèrement, non, parce qu'il a été... Une coïncidence. Je dirais peut-être même pas, parce qu'en réalité, le vrai problème, un des grands problèmes de l'Afrique, c'est ce besoin de changement de mentalité. Alors, si je suis venu à cette période-ci, ce n'est pas pour coïncidence, c'est au fait pour, je dirais, proposer ce livre comme un outil efficace pour cette démarche de changement de mentalité. Actuellement, on dit changement de mentalité. La première question que j'ai envie de poser toujours, mais de quelle mentalité parlons-nous? Alors, j'amène un livre qui parle de cette mentalité. Et de quelle mentalité vous parlez dans cet ouvrage? D'une mentalité que nous avons accumulée, premièrement, en 30 ans de Mobutu, en 20 ans de président Kabila. Donc, on a environ 60 ans, si on veut, des mentalités que nous avons perpétrées pendant 50 ans. C'est ce qui nous a formés aujourd'hui. Donc, si on dit, par exemple, ce monsieur est un Chinois, il va agir comme un Chinois. Si on dit c'est un Congolais, il agit comme un Congolais. Donc je parle du moule en fait qui nous a formés. Nous sommes formatés, nous avons 50 ans de formatage. Ça donne les résultats que vous voyez chaque jour ici dans notre pays. Vous avez dit que vous avez quand même circulé l'Afrique du Nord, Sud, le Centre, pour essayer de comprendre le problème. Et qu'est-ce que vous avez réellement compris avant de faire des propositions dont nous allons aussi parler tantôt? Parfait. Ce que j'ai compris que ce que nous avons appelé des indépendances, en réalité, il y avait un piège. Il y avait un piège. Oui, aujourd'hui, je rappelle que la RDC est en train de célébrer l'année 2021, le 61e anniversaire de son indépendance. Mais là, vous parlez des pièges. 61 ans. Oui, en fait, le piège, c'était quoi en fait? Lorsque nous avons eu nos indépendances, d'une façon générale pour l'Afrique, hein, chacun à son temps, ce qui s'est passé, c'est quoi? Les colons ne nous avaient pas préparés vraiment à diriger ces pays. La manière qu'ils avaient géré nos pays, nous, on était d'une certaine façon des subalternes. Et vous parlez des Congolais, des Aïrois à l'époque. Ouais. Congo belge si vous voulez, dans ce cas-ci, mais comme un peu partout en Afrique. Donc ce qui fait que lorsque nous avons pris nos indépendances, en réalité, si on veut être très vrai, nous n'étions pas préparés vraiment à diriger. Pour quelle simple raison? La connaissance nous manquait. Une connaissance que je dirais un peu élevée, une connaissance de gestion. La connaissance nous manquait. Oui. Alors que pendant cette période, la République démocratique du Congo avait quand même des grands hommes, politiques comme scientifiques. Et comment expliquez-vous ce que vous êtes en train de révéler aujourd'hui, je peux le dire, de révéler aujourd'hui la connaissance manquée aux Aïourois, aux Congolais de ce temps-là? Oui, en fait, ce que je veux dire par connaissance, je ne dirais pas intelligence. Donc, je ne parle pas forcément des diplômes. Je parle aussi de manière de faire et de manière d'être. Donc, ce qui a fait que, par exemple, on a voulu, si vous vous rappelez de cette période, un moment, on est tombé dans ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être les Djalelo, etc. Il y a beaucoup d'éléments qui ont piégé le développement du Congo dans ce sens-là. Malheureusement, il y a eu la corruption, parfois la dictature, etc. Je pourrais réen parler en long en large. Mais ce sont des choses qui nous avaient piégés en réalité. Ce qui a fait que, durant cette évolution, nous n'avons pas réussi ou n'avons pas pris le temps ou le courage même d'arracher certaines actions ou certaines façons de penser. À qui revient la faute? Pardon? À qui revient la faute? Sincèrement, je dis à l'État. Quand je dis l'État, je ne parle pas des politiciens ou des gouvernements, je parle des responsables. Les responsables, vous savez, dans un pays, un peu comme dans une famille, ce que font les parents, cela influence les enfants. Ce que les parents disent, c'est une chose, mais surtout ce qu'ils font, ça vient influencer. Donc nous avons eu des actions, j'aime malheureusement, c'est un exemple malheureusement que je prends souvent, je dis, c'est comme aujourd'hui, imaginez-vous être chef au Congo, qu'est-ce que cela veut dire?
Donc souvent être chef, ça veut dire qu'on est intouchable. Être chef, ça veut dire que bon, on peut tout faire malheureusement, d'une certaine façon. Alors ça, ce sont des choses qui nous ont formatés. Ça donne des résultats que nous voyons aujourd'hui. Le chaos. Mais vous ne trouvez pas qu'au regard de ce que vous venez de relever, la responsabilité est quand même partagée? Partons de l'exemple que vous venez de donner. Est-ce que c'est le chef qui impose aux subalternes d'avoir ce regard-là? Je donne aussi un exemple. On l'a toujours entendu parler, mais personnellement, je ne l'ai pas vécu. On nous disait que l'ancien président, le président Mobutu, un jour, il appelle un de ses collaborateurs. Il a de l'eau dans un verre. Il dit, quelle est la couleur de cette eau? Le monsieur n'était pas en mesure de répondre. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie, madame, messieurs, vous qui êtes en train de nous suivre. Mais c'est ce qu'on a toujours entendu parler par-ci, par-là. Et à un moment, le président Mobutu lui-même dit, non, cette eau a la couleur bleue. Et le collaborateur directement se joint à lui pour dire, oui, effectivement, c'est la couleur bleue. Et après, il dit, non, mais tu vois, c'est comme ça que vous avez toujours marché. Est-ce qu'au regard de cet exemple, et partant de ce que vous avez aussi dit tantôt, vous ne pensez pas que la responsabilité est partagée? D'une certaine façon, elle est partagée. Mais je crois que, sans mal dire, hein, je crois que ce collaborateur, s'il était prêt malheureusement à se mouiller, à suivre cet exemple-là, à dire que l'eau est bleue, je crois quelque part, il connaissait son chef. Je crois qu'il a répondu en connaissant son chef. Ah, donc vous encouragez l'hypocrisie. Est-ce que ça, je peux dire quelque part que c'est faire de l'hypocrisie? Écoutez, cette période, il y avait quand même dictature. Est-ce qu'on parle d'hypocrisie ou on parle de quelqu'un qui sait ce qui pourrait l'arriver s'il ne se met pas, en termes de pensée, au même diapason que son chef, par exemple? Revenons dans votre ouvrage. Vous avez parlé aussi de la corruption. Oui. En parlant de la corruption aujourd'hui, quel est le rôle que la corruption a vraiment joué pour qu'aujourd'hui le pays, c'est vrai que lorsqu'on voit la corruption, on voit que le développement n'est pas en marche. Mais est-ce que vous pensez que depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, c'est la corruption qui a joué un grand rôle? Parce que vous avez parlé de ça dans cet ouvrage. Pour que l'Afrique aujourd'hui se retrouve dans cet état, se retrouve face aux défis majeurs qui caractérisent le continent. En fait, je dirais qu'il n'y a pas que la corruption. Je n'ai pas parlé que de la corruption, de bien d'autres éléments. Par contre, comme vous avancez sur la corruption, je vais répondre par rapport à ça. En fait, le problème de la corruption, je crois prioritairement, nous ne savons même pas forcément c'est quoi. Depuis 50 ans, nous avons l'habitude d'ajouter des billets lorsqu'on fait des transactions, d'ajouter un petit billet là, un petit pourboire pour passer parfois très vite, un peu plus vite que les autres, pour faire avancer des dossiers. Donc, des gens qui évoluent dans un tel système, ils ne comprennent pas la profondeur de cette action. Mais pourtant, cette action, c'est vraiment de la corruption. Alors, qu'est-ce que la corruption fait? La corruption enlève la connaissance d'effort. Donc, les gens savent qu'ils peuvent faire moindre effort. Ils peuvent même ne pas accomplir les travaux qu'on les a demandé d'accomplir. Ils savent qu'ils peuvent arriver quelque part. Ils sont derrière la file, mais ils savent qu'avec un peu de sous, ils peuvent avancer. On peut vous arrêter, peu importe ce qu'on peut vous faire. Lorsque vous avancez un peu de sous, ça peut être beaucoup, ça dépend à qui vous le donnez. Vous savez que vous allez passer. Ça détruit un pays. Voilà un peu l'effet de la corruption dans notre pays. Et quel autre élément vous avez retrouvé dans vos recherches qui a fait aujourd'hui que l'Afrique ne puisse pas décoller? C'est une très bonne question. Je prendrai par exemple l'élément de la connaissance ou l'éducation. Je parlais tout à l'heure qu'on peut être intelligent, on peut même avoir des diplômes. Mais il y a l'autre partie que j'aime dire, le savoir-être. Alors, le savoir-être, on ne l'a pas appris. C'est quoi le savoir-être? Le savoir-être, je le dirais en lingala, kozala moto. C'est quelque chose qui n'a pas été vraiment appris en profondeur. Lorsque vous marchez à Kinshasa, vous entendez les échanges des gens, surtout pour ceux qui conduisent. Les gens se disent des méchancetés, se crient des choses, etc. Il manque un peu de politesse. Mais je ne vais pas prendre l'élément politesse. Je vais rester un tout petit peu sous cet élément que je viens de dire des embouteillages.
C'est vrai que ça fait un peu tautologique pour moi parce que je l'ai dit ailleurs aussi, mais je vais expliquer un cas. Au Congo, les gens se plaignent des embouteillages. Mais en réalité, combien de gens ont appris à conduire? On a combien d'écoles, d'auto-écoles ici? Voyez-vous? Alors, un élément comme ça, nous, on peut croire qu'il faut ajouter la loi, il faut ajouter les policiers. On peut même aller jusqu'à croire que c'est un problème des états de l'état de route. Mais au plus profond, faire avancer une auto ne veut pas dire savoir conduire. Qu'est-ce que cela a comme impact? En réalité, ça va mettre un chaos. Mais ce chaos vient de quoi? Il y a manque à connaissance. Donc je parle de manque de connaissance. Donc, vous rejetez l'argumentaire de certains observateurs, certains Congolais, qui estiment que les embouteillages, c'est le mauvais état des routes. En fait, je ne rejette pas. J'ajoute dans ce qu'ils ont dit que au-delà de l'état des routes, il y a aussi cet élément-là qu'il faut bien penser. Voyez-vous? Ok, André Bila, ne le dites pas aux Africains. Il n'y avait pas un autre titre à donner à votre ouvrage. Parce que, partant de vos explications, on se dit que c'est un ouvrage important. Un ouvrage capital qui peut aider aujourd'hui les pays africains à décoller. Mais quand on regarde le titre, ne le dites pas aux Africains. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre titre à proposer à votre ouvrage? Sincèrement, j'aime comment vous insistez là-dessus, mais sincèrement, je dirais que ça pourrait être une faiblesse. Hein. Vous savez, j'aime bien, dans mes livres, j'aime bien donner des titres parfois un peu, bon, je dirais pas déroutants, ça dépend de chacun. Mais on peut le dire aussi que c'est un peu déroutant, hein. Vous voulez nous dérouter. Parce que quand tu dis ne le dites pas aux Africains, donc tu ne veux pas qu'on nous dise, mais alors qu'en réalité, tu es en train de nous faire de révélations. Oui, donc j'aimerais bien donner des titres un peu plus simples. Pour l'instant, je suis un peu incapable. Vous me pardonnerez pour ça. Pour l'instant, vous êtes un peu incapable. On parle des Africains, un autre élément aussi. Mais à l'intérieur de cet ouvrage, l'accent est plus mis sur la République démocratique du Congo. Oui. J'avais besoin d'avoir un socle pour expliquer la suite des choses. Alors, c'était pas difficile. Je suis né au Congo, j'ai grandi ici, je suis parti, je crois, juste avant 18 ans. Alors, j'avais vécu une réalité. Bizarrement, cette réalité, lorsque j'ai fait mon voyage, vers 2008, 2010, tout ça, j'ai remarqué qu'on avait les mêmes tares. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le Congo, je suis allé un peu je dirais j'ai fait un peu du microcosme avec le Congo, et puis après, je l'ai étalé sur toute l'Afrique parce qu'on vit les mêmes réalités, d'une certaine façon. D'une certaine façon. Voilà. Aujourd'hui, vous avez démontré à la face du monde comment l'Afrique peine à décoller. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, le défi peut être relevé? C'est une excellente question. Le défi, pour qu'il soit relevé, prioritairement, je reviens encore sur le cas de changement de mentalité. Lorsqu'on dit changement de mentalité, en réalité, il faut se dire, mais cette mentalité fait de quoi? Alors, il faut aller premièrement, prioritairement, regarder notre mentalité fait de quoi. On n'a même pas besoin de beaucoup chercher. En regardant les résultats, nos actions, etc., on peut savoir de quoi c'est fait. Maintenant, comment on peut changer? Il faut aller, c'est comme une programmation. Il faut aller enlever, si je peux dire, ces systèmes qui nous ont formatés. Je vais être un peu plus concret. Revenons encore sur le cas des embouteillages. Si on veut qu'il y ait évolution, dans le cas ici, pour la route, je laisse à l'état des routes. Je prends parce que j'ai parlé surtout de la mentalité, de la connaissance. Imaginons-nous, nous avons notre chaîne nationale ici, RTNC. Chaque jour, 1 heure d'émission qui parle des conduites, qui parle justement de connaître c'est quoi priorité, c'est quoi courtoisie, c'est quoi un feu rouge, etc. Et puis, imaginons-nous aussi, à part ça, on ajoute un petit examen, 10 questions, 15 questions, au niveau technique, au niveau de la conduite et au niveau, pardon, des règles de conduite. Donc, chaque fois que quelqu'un vient pour son permis, il doit d'abord réussir ça, et puis après, on le donne. Ou bien même dans ce type d'émission-là, on fait un concours. À chaque mois, il y a $100 à gagner, juste pour motiver les gens à le regarder.
Qu'est-ce qui va arriver dans 6 mois, dans une année? Vous allez vous rendre compte que Batoubarou Bandolukotam, c'est un peu mieux. Je vais pousser un peu plus. Ça ne sera pas aussi la corruption. Les 100 dollars là à donner. On en parlera si vous voulez. Donc j'ai vu par exemple Massassi faire une très belle pub et c'était très bien pensé. Lorsque les sauts de moutons ont été inaugurés, les sauts de moutons. Voilà. Il est passé, qu'est-ce qu'il a fait? Batambolaka ate. Il voit quelqu'un en moto et mataka ate. Il y a 2-3 jours, j'étais dans un taxi, on partait, puis une moto prenait le saut de mouton. Le taximène a dit, mais ça c'est interdit. Vous voyez, on n'avait jamais eu des sauts de mouton avant. Donc lorsqu'on l'a fait, qu'est-ce qu'on fait? On nous amène la connaissance qui va avec ça, pour que les gens comprennent à quoi ça va servir. Mais en réalité, il nous manque énormément de connaissances. Donc ça veut dire que si on commence à nous apprendre, je vais prendre le cas que ça soit aujourd'hui l'insalubrité qui règne. Les gens ne savent pas à quoi sert vraiment une poubelle, ou ils ne comprennent pas aussi quel genre de maladie ils s'attirent lorsqu'ils sont insalubres. Mais ce n'est pas des choses qui sont enseignées. Donc ça veut dire qu'on pourra communiquer aux gens une nouvelle chose. Je finis en donnant une petite parenthèse. Vous savez, les Américains, c'est des gens qui sont très influencés par Hollywood. Si aujourd'hui il y a énormément des armes aux États-Unis, les gens semblent aimer énormément des armes, c'est à cause d'Hollywood. Dans leurs films, on leur dit vous êtes les premiers, les ceci, cela, pourtant ils n'ont pas été tout le temps. Donc ça veut dire qu'on peut communiquer aux gens une nouvelle façon de penser. De quelle façon? Par les médias, mais aussi, quand vous avez parlé tantôt de la corruption, par aussi des gens intègres. On a besoin des gens intègres dans ce pays. On a besoin des gens intègres. Aujourd'hui, en RDC, certainement, vous l'avez information, il y a une structure changement des mentalités. Et à travers la ville, il y a des panneaux où on dit Tika Kuluna, changement de mentalité. Vous, aujourd'hui, vous avez travaillé vous proposez des éléments pour le changement de mentalité afin que l'Afrique, la République démocratique du Congo puisse aujourd'hui émerger comme d'autres pays aujourd'hui. Est-ce qu'au regard, donc, quelle est votre analyse face à ce que les autres font comme travail et ce que vous nous proposez dans cet ouvrage? Ce qu'ils font comme travail, c'est excellent. Par contre, vous savez, parce qu'on parle de connaissances ou des nouvelles connaissances, même d'influence. Par contre, vous savez, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas une critique, hein, c'est pas une critique. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas vraiment dire à quelqu'un arrête de faire ça qu'on est sûr qu'il arrêterait. Peu importe dans quelle taille d'écriture qu'on l'a utilisé. Il faut qu'on ait un mécanisme d'apprentissage. De la même façon que les gens. Donc la structure changement de mentalité doit recadrer le tir. Je dirais, c'est un peu pour faire, je dis ça un peu comme ça pour rire, je dirais qu'ils ont un bon outil. Ce livre est un bon outil aussi pour ajouter dans ce qu'ils font. Je le dis un peu avec humour, hein, mais je le dis aussi un peu sérieusement. Donc mi-humour, mi-sérieusement. Je crois qu'ils ont besoin aussi d'un élément. Par exemple, mon souhait c'est quoi en fait? Que ce livre soit partagé, que ce soit au niveau du secondaire ou au niveau des universités. Ne le dites pas aux Africains. Oui. Mais est-ce que vous avez déjà envisagé rencontrer les ministres des tutelles pour faire cette proposition? Avant de faire cette proposition, vu que le livre vient de sortir ici à Kinshasa ou va sortir dans très peu de temps, j'aimerais personnellement que les gens avec qui je pourrais parler dans ce sens-là, j'aimerais d'abord qu'ils le lisent. Vous savez, là je suis en train de bien parler, mais j'aurais aimé que les gens le lisent pour voir est-ce que ce que André Bila est en train de dire, c'est juste des rêveries ou pas. Donc quand quelqu'un lit, après on pourrait justement aller voir les propositions. Peut-être eux-mêmes en le lisant, ça les donnerait justement raison de l'insérer dans nos programmes ici. Ne le dites pas aux Africains, c'est un livre, mais qui a sa deuxième édition. Pourquoi la deuxième édition? Au fait, la première n'était pas rassurante. Très bonne question. Non, elle était rassurante complète. La deuxième édition ici que vous voyez que j'ai dit post-scriptum, en réalité post-scriptum, on le fait lorsqu'on ajoute un petit mot à la fin. Donc j'ai ajouté un petit mot à la fin. En fait, lorsque nous avons eu le changement du pouvoir
la passation de pouvoir entre l'ancien président Joseph Kabila, voilà, le nouveau président Félix Tshisekedi. Tshisekedi. Cela est venu me frapper énormément. Peu importe ce que les gens peuvent dire autour, c'est comme ça que la démocratie est supposée marcher. Une première en RDC. C'est même peut-être pire, un peu en Afrique. C'est quasi une première. Alors, lorsque j'ai vu cela, je me suis dit, tiens, tout ce que j'ai dit dans mon livre, tous les souhaits que j'avais, il y a un grand souhait qui est en train de se réaliser. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Depuis 2017, par rapport à mon magazine Congolais Fier de Lettres, j'écrivais des lettres au président. J'écris des lettres que j'ai publiées dans les magazines au président Kabila où je l'expliquais que vous avez fait ce que vous avez pu, vous n'avez pas besoin de prolonger. Les Congolais ont besoin des meilleures vies, etc. Donc je crois que je l'avais écrit 2 lettres. J'avais écrit aussi une lettre j'ai oublié le terme, comment on dit, à Papa Etienne Tshisekedi, malgré qu'il était mort. Je l'avais aussi écrit une lettre pour lui dire, j'aurais aimé qu'il écrive ses mémoires, pour nous dire le combat qu'il a fait pendant 30 ans, qu'est-ce qu'il voulait vraiment, comment il voyait le Congo. Alors j'avais aussi écrit, alors à la fin, j'ai aussi écrit 2 lettres au président Félix Tshisekedi d'aujourd'hui que j'ai inséré justement dans le livre, qui fait que ça devient le post-scriptum. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la démocratie, la passation pacifique du pouvoir en RDC est le fruit de vos efforts aussi? Le livre a contribué. Oh là là, waouh, je ne pourrais pas le dire et je crois que... Parce que vous avez écrit quand même vous affirmez avoir écrit 2 lettres à l'ancien président Joseph Kabila qui était au pouvoir, qui était déjà au-delà de son mandat, hors mandat déjà, et ce livre. Donc aujourd'hui on peut le dire. Je n'oserais pas le dire, pourquoi? Parce que en écrivant les lettres, en publiant dans le magazine, personnellement, je n'ai pas eu un retour s'ils l'ont lu ou pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne pourrais pas aussi le dire parce que vous savez, waouh, je me sens si petit par rapport à cette grande événement. Voilà ce que vous venez de dire. Je me sens si petit, je ne sais même pas dire si c'est cela ou pas. Donc, je me sens si petit pour prendre un tel... C'est même pas un compliment. Vous ne voulez pas le dire de peur qu'on vous taxe. Non, pas du tout. Je suis sincère. Je suis très sincère. Vous êtes très sincère. Je ne m'attendais pas à cette déclaration. Ah, je ne m'attendais vraiment pas. Voilà. Ok, madame, messieurs, je vous rappelle que notre invité est bien l'auteur. Celui que vous voyez, c'est bien l'auteur de cet ouvrage que j'ai entre mes mains. Ne le dites pas aux Africains, un ouvrage de plus de 190 pages. Ouais, c'est quelques 200 pages. 200 pages, voilà. Près de non, pas près, mais c'est au moins au-delà même, hein, 213 pages. Voilà, ça vous a fallu combien de temps? L'idée a commencé en 2008 et il y a eu combien de temps pour finir cet ouvrage? J'ai écrit cet ouvrage environ pendant 5 ans. Parce qu'il fallait expérimenter. Donc c'est là que je parle de cette expérience un peu anthropologique. Il fallait expérimenter. Voyez-vous? Donc il fallait voir les Congolais qui sont à l'extérieur, comment ils agissent, les Congolais qui sont ici ou ailleurs, mais pas seulement nous, vu que nos problèmes d'Afrique se ressemblent tellement. Donc il fallait voir aussi d'autres Africains. Donc après avoir fait toute cette quête-là, pris de notes, je me suis assis, j'ai commencé à écrire. Donc c'est étiré environ 5 ans. 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Vous avez un message en marge de cette célébration? Oui, bien sûr. Mon message, c'est que les Congolais ne sont pas cons, ils ne sont pas stupides. Ils ont juste besoin d'apprendre. En 60 ans, malheureusement, on n'a pas fait très attention à ce qui se passe entre les 2 oreilles. Donc, ce changement de mentalité. Mon souhait est que dans les prochaines années, que nous puissions beaucoup investir ici pour que les gens comprennent, que les gens apprennent, parce qu'il y a énormément de choses qui nous échappent. Le Congo est riche, le Congo a tout ce qu'il faut. D'ailleurs, le Congo a une jeunesse qui dépasse les 60%.
ça veut dire qu'on a des hommes encore dans la force de l'âge, des gens que si on leur apprend comment être, donc je parle surtout de comment être, au niveau de l'intelligence nous l'avons, mais causa la moto, si on nous apprend cela, on nous apprend des nouvelles manières, je crois que en moins de 10 ans le Congo va devenir un grand pays tel qu'il est. Le changement, le développement de la République démocratique du Congo, c'est possible. Ne le dites pas aux Africains. Qu'est-ce que vous recommandez aux Congolais? Je recommande aux Congolais de garder espoir. Déjà, les Congolais s'aiment, même quand ils ont tendance à croire qu'ils ne s'aiment pas. Moi-même, étant ici, j'ai vu les gens s'entraider. J'ai vu des mamans aider des enfants qui ne sont pas leurs enfants. J'ai vu des papas aider des enfants qui ne sont pas leurs enfants. Il y a de l'entraide, il y a tout. Mais malheureusement, la précarité amène des fois l'humain à agir bizarrement ou parfois méchamment. Donc je dirais, continuons à nous aimer, gardons espoir. Si nous réussissons à passer au travers du changement de mentalité, les richesses du Congo sont déjà là. Donc on sera même capable de bien les partager et de bien vivre. C'est ça. Voilà, et c'est bien la fin de cette émission qui a eu le plaisir d'être tournée chez le siège. Mesdames, Messieurs, le siège, c'est sur Willery. Et donc, je vous invite bien à venir visiter le siège, non loin de l'immeuble Reine de Paix. Donc, sur Willery, déjà, vous allez retrouver les sièges. Et surtout, merci à notre invité, André Lila, qui est passé pour la toute première fois dans cette émission. Restez fidèles, faites-nous parvenir vos préoccupations, vos questions, même à l'invité. Oui, il aura toujours la possibilité de réagir. Merci à Joe Manana qui est derrière les caméras et merci à toute l'équipe. Surtout merci à vous, mesdames, messieurs, de votre fidélité. On se retrouve à la prochaine.